Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et nous partons ensemble à la rencontre de Antoine Martin, le rider qui casse tout en windsurf. Champion du monde IWT, 4e actuel du Tour mondial, Antoine a réalisé son plus bel exploit en remportant la dernière Aloha Classic à Hawaï, l'épreuve référence dans le wave riding. Antoine nous a reçus chez lui, à 500 mètres du spot de Sainte-Anne, en Guadeloupe. C'est là qu'il a grandi et a tiré ses premiers bords. Il nous a accueillis le sourire aux lèvres, les béquilles aux mains. Quand nous nous sommes vus, Antoine venait de se fracasser la cheville et aurait dû être en Irlande pour rider une tempête. Sa résilience m'a bluffé. 3 jours après cette blessure, il était déjà dans le positif, prêt à tous les efforts pour retourner à l'eau. Presque tous les champions que nous avons rencontrés pour Mordu ont eu des accidents ou des blessures considérables. On sait que c'est une composante du sport en général, mais elle est d'autant plus prégnante dans les sports de glisse et outdoor. En tout cas, j'essaierai de m'inspirer de cette attitude de champion la prochaine fois que cela m'arrivera. Nous avons enregistré cet épisode en fin de journée en Guadeloupe. Les bruits de la nuit du village entour vous envelopperont avec nous. Vous ferez aussi connaissance avec Byron, le chien de la famille Martin qui, comme Antoine, n'a pas sa langue dans sa poche. C'est parti pour le 10e épisode de Mordu, Antoine Martin, l'Island Boy surdoué. Bonjour Antoine, bienvenue sur Mordu. Salut Mordu. Je suis hyper content de te rencontrer. Un grand merci de nous donner de ton temps. Je t'ai rencontré, en fait, c'est plutôt via ton père, chez qui je suis venu faire réparer une aile à son atelier. Et alors la première chose qui m'a marqué, c'est que son atelier, il est ouvert que le matin et c'est fermé l'après-midi. Je me suis dit, chez les Martins, on doit avoir une bonne idée de ce que c'est qu'un bon lifestyle. Ouais, c'est lui qui a créé ce style de vie. Enfin, voilà, il travaille, il est ouvert le matin au grand public. Après, quand même, il travaille l'après-midi de son côté pour finir le boulot quand même. J'ai dit ça lundi matin, lundi après-midi, je l'ai croisé sur l'eau. Mais voilà, l'après-midi, c'est travail ou réservé à une activité comme le windsurf ou le surf ou le stand-up. Donc, c'est vraiment un moyen pour lui de pouvoir se libérer du temps. Ah, mais c'est absolument génial. Et donc, toi, j'imagine que tu as grandi dans ce cadre. Oui, j'ai grandi. Je suis né dans les voiles, dans l'atelier. Je connais ça depuis tout petit et je pense que ça a bien aidé à mon arrivée dans le windsurf. T'as commencé à quel âge le windsurf? J'ai commencé, on va dire, officiellement à l'âge de 5 ans. Après, pour rigoler, mon père il m'a déjà mis sur une planche à 3-4 ans pour s'amuser, quoi. Alors peut-être pour resituer à ceux qui nous écoutent, on est en Guadeloupe, on est du côté de Sainte-Anne, sur la plage de la Caravelle. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cet endroit? Pour moi, c'est le paradis. Hein. C'est simple, hein. C'est là où j'ai commencé la planche à voile. Donc, tout d'abord avec le LCS, c'était le premier club de Sainte-Anne. Et maintenant, c'est devenu la Wave Riding School. Et en fait, clairement, c'était un point de réunion, hein, la plage de la Caravelle, pour vraiment tout le monde. Hein, que ça soit des gens de Saint-François, Le Moule, Gosier et même plus loin. Et en fait, tout le monde, on se rejoignait là et c'était un peu une garderie pour nous. Et du coup, c'était windsurf, plage, surf et en fait, on traînait là-bas quoi, avec tous les potes. Donc, c'était vraiment assez cool. Et puis, c'est une ville assez ouverte au sport nautique. Voilà, avec le lagon, il y a plusieurs vagues et il y a vraiment plein de sports entre le nautisme et les sports de glisse. Donc, c'est vraiment assez cool quoi. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est la première fois que je venais dans ce coin-là de Guadeloupe. Effectivement, donc là on est chez toi qui est au-dessus de l'atelier de ton père. On marche 3 minutes, on est sur la plage, départ lagon, un lagon fantastique pour faire du wind, du kite, tout ce que tu veux. Et alors ensuite s'enchaîne une série de pics, de vagues qui sont ultra cool quoi. Ouais, bah alors d'ailleurs 3 minutes, bon ça c'est quand on court pas, hein. Voilà, moi souvent je courais pour aller naviguer donc ça prenait moins d'1 minute, mais en vrai ouais c'est assez cool parce que voilà là, il fait chaud, il fait beau la plupart du temps et c'est vraiment facile de naviguer dans des conditions tranquilles avec des bonnes petites vagues, donc c'est un peu l'endroit idéal en tout cas pour commencer et puis pour vraiment profiter de sa jeunesse quoi. Ah, c'est exceptionnel. Est-ce que l'ambiance elle est bonne sur les spots en Guadeloupe? Ouais, elle est carrément cool, c'est sympa, on se connaît tous, il y a vraiment du beau monde et surtout il y a toutes les tranches d'âge, hein. On navigue bon après en vague c'est un peu plus tard mais vraiment dans le lagon jusqu'à la vague il y a vraiment de 5-6 ans à 50, 60, 65.
Vraiment, ça fait une belle communauté bien mixée et tout le monde s'entend bien. Franchement, c'est ouvert et voilà, c'est assez sympa, quoi. Et alors moi je suis assez surpris parce que, bon là on parle uniquement de ce spot. Alors comment tu l'appelles toi ce spot? C'est la plage de la Caravelle? On dit le spot de Sainte-Anne. Après, sur le lagon, il y a 3-4 vagues. Mais après, voilà, on dit le spot de Sainte-Anne. Et alors moi, ce que j'allais dire, c'est que je suis assez surpris, c'est que voilà, c'est de la config ici, elle est juste exceptionnelle. J'en avais pas tant entendu parler que ça, je t'avoue, avant de venir. Et même je trouve la Guadeloupe, j'ai l'impression que c'est un peu méconnu, notamment en surf, quoi. Parce que vous avez, j'ai l'impression, des spots, mais dans tous les sens. Et il n'y a pas tant de monde que ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a quand même du monde, malgré tout, hein. Sur les spots de surf, c'est assez rempli. Je vais dire que voilà, il y a quand même Port-Louis qui est assez connu. Il y a pas mal de touristes à Port-Louis. Pas trop au sud de l'île, mais vraiment au nord, plutôt au nord. Et après, en surf, je pense que c'est quand même assez connu. Il y a pas mal de pro riders en surf au niveau qui sont sur le QS, donc avant c'est le Tour CT de surf. Je pense que c'est bien représenté et du coup, c'est quand même connu en surf. Ouais, alors quand je disais pas connu, c'était plus pour le pratiquant un peu loisir qui cherche une destination de surf. J'avais le sentiment que c'est pas forcément la Guadeloupe qui sortait comme ça en premier. Ouais, ok, c'est sûr que voilà, si on compare à un Indo ou des endroits comme ça ou Hawaï, c'est vrai que c'est moins connu, mais en même temps, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Non, en vrai, on a encore une ouverture sur les spots et on peut vraiment profiter des vagues tous ensemble, enfin toute la communauté guadeloupéenne. Et dès qu'il y a voilà, des personnes nouvelles, c'est toujours bien, voilà, on accueille selon par qui elles viennent et voilà, si elles connaissent un petit peu les règles et tout, c'est welcome et on profite de la session tous ensemble, quoi. Ah, bah, les règles, on va y revenir tout à l'heure, ça m'intéressera que tu m'en parles un petit peu. J'ai assisté à un grand débat justement chez ton père la dernière fois quand je suis venu. Tu vas nous en parler un petit peu. Avant de faire ça, je voulais que tu nous parles un peu de ta discipline. Peut-être de commencer par ton palmarès. Alors mon palmarès, j'ai réussi à tout faire en 2 années, voilà. Avant ça, j'avais pas trop de résultats. Non, en vrai, ça fait 2 ans là que je commence à avoir de bons résultats. Donc j'ai fait 2 fois champion IWT, donc c'est le Tour international, Windsurf Tour. Donc International Windsurf Tour. C'est un titre de, on va dire entre guillemets, champion du monde, moins reconnu que le vrai titre de champion du monde. Et sur le Tour mondial, je suis 4e. Et j'ai gagné la dernière étape du Tour à Hawaï, donc l'Aloha Classic. C'est l'étape phare de notre tour, c'est un peu le pipe du surf. C'est un de mes plus grands rêves, enfin le plus grand rêve de ma carrière qui s'est réalisé, quoi. Donc c'est cool. Et puis voilà, après derrière je suis allé au championnat de France, vu que ça tombait juste après. J'avais vraiment envie de redécouvrir le championnat de France que j'avais pas connu depuis un petit moment, enfin que j'avais fait quand j'étais petit, mais du coup là j'ai eu l'occasion de le refaire et j'ai pu voilà, avoir le titre de champion de France, 4e Europe. Donc ouais. Ouais, c'est canon vraiment, là, en 2 ans. Et alors dis-nous, alors, donc, toi tu fais du windsurf en vague, ça s'appelle comment? Ça s'appelle du freestyle? De la vague. C'est de la vague? Ouais, du wave riding. Et alors comment on fait pour gagner? C'est un peu comme le surf, c'est la plus belle vague ou il y a une composante beaucoup plus freestyle tricks? On mettra des choses sur le compte Insta où les gens qui écoutent iront voir le tien, mais toi tu arrives à envoyer des trucs de dingue sur une vague. Comment tu fais pour gagner, pour être le meilleur? C'est noté comme le surf, sauf que à la différence du surf, c'est qu'en retour de vague, on peut aussi sauter s'il y a du vent, et du coup cela permet d'avoir 2 notes. Donc on va faire un format, on va donner un temps à partie, et sur ce temps, il faudra réaliser un certain nombre de vagues et de sauts, et c'est comptabilisé. On va choisir sur un hit, donc sur une poule. On va dire à partir de ce moment, ça va être 2 surfs et 2 sauts. Donc on peut faire autant de surf et autant de sauts qu'on veut. Seuls les 2 meilleurs seront comptabilisés et ils sont sur 10. Voilà, note sur 10 et après c'est le plus gros résultat qui gagne. Ah, c'est assez simple en fait. Ouais, c'est assez... La règle. Les règles sont assez simples. Après, c'est pas évident à comprendre parce que c'est vrai que vu qu'on se déplace beaucoup, qu'on fait pas mal de manœuvres, quelqu'un qui ne connaît pas le sport aura un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe s'il n'y a pas un speaker pour expliquer vraiment la discipline et ce qui se passe sur le moment. Mais en soi, voilà, c'est comme le surf, c'est un temps à partie, des figures à réaliser. Et après, les figures sont notées sur la difficulté, sur la hauteur, sur la réception et sur le style. Et pareil avec la vague, sur la grosseur de la vague, la radicalité de la manœuvre dans la vague et le flow aussi donné de cette vague, si on arrive à vraiment travailler la vague d'en haut, du pic,
jusqu'à la fin de la vague en bas. Comment tu qualifierais toi ton style sur le tour? T'es Euh, plutôt le jeune technique qui prend tous les risques, t'as non. plutôt un style de ouf. Alors ça, j'ai du mal à me décrire moi-même, parce que si je me décris, je vais dire, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, ça, ça. On Qu'est-ce m'a que toujours t'essaies de décrit comme un foufou. Je suis capable de faire de très belles choses, enfin surtout au début de ma carrière. Maintenant, justement, j'ai ces résultats parce que j'arrive à pallier le côté foufou avec la technique qui arrive à se rejoindre et faire un truc assez sympa. Mais c'est vrai que voilà, je suis du genre à faire des manœuvres à 10 points et derrière pas réussir à trouver le score pour une petite manœuvre parce que je suis trop excité ou j'ai du mal à me concentrer et ça a été un peu mes qualités en tant que rider et pour développer le sport et un peu mon défaut en compétition. Donc, Ouais, j'ai vu sur une compétition récente, je sais plus si c'était aux US ou quelque chose comme ça, tu disais les vagues sont trop petites, j'arrive à rien faire et t'as fait un résultat pas terrible. ouais, voilà. Bah, plus il y a de conditions, plus c'est gros. Moi, j'aime quand c'est assez hardcore. Et c'est pour ça que voilà, je m'entraîne aussi dans mes petites conditions pour essayer de pallier ce problème, quoi. Si tu devais choisir un tricks à 10 points, une manœuvre à décrire pour ceux qui connaissent pas bien ta pratique, ce serait quoi? Une fois, j'ai fait un 360 d'un côté et un 360 de l'autre dans la même manœuvre. Ça a jamais été fait en compète. Et du coup, voilà, j'ai sorti cette manœuvre que d'ailleurs je ne connaissais pas à l'entraînement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai 10 points. Mais en fait, c'était à la base parti pour une manœuvre simple, unique, à 1-3-6. Et en fait, j'ai vu que ça pouvait passer pour faire l'autre 3-6 et je me suis pas posé de questions. J'ai dit, allez, c'est parti. Et je l'ai posé parfaitement. Donc en fait, t'as envoyé une espèce de back roll sur la montée et t'as eu Voilà. le temps de lancer le front roll pour poser, quoi. Exactement. Génial. Et du coup, je pense que voilà, les 10 points, c'est donné quand c'est un truc particulier, quoi, qui sort un peu du commun. Et moi, c'était très, très différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, je pense que ça a bien plu au jury, quoi. C'était pendant quelle compète, si on veut la regarder, cette figure? Alors, je crois pas. Si elle est en vidéo, ouais, elle est en vidéo. J'espère. C'est aux Canaries, à Grande Canaria, à Pozo. C'était en event PWA sur le World Tour, donc on pourra sûrement trouver ça. Fantastique. Je veux bien que tu reviennes sur ta victoire à la Loa Classique, que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé, où c'était, et ce que tu as ressenti quand ça a marché. Comme je l'avais dit un petit peu avant, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment en fait un de mes événements préférés. Toutes les plus grandes légendes du windsurf ont gagné cet événement et le fait que ce soit à Hawaï, que ce soit des grosses vagues, enfin vraiment il y a tout y est, quoi. C'est à Maui? C'est à Maui, voilà. Sur quel spot? Okipa, donc Okipa Beach Park. Et donc du coup là, je préparais mon Aloha classique comme chaque année. D'ailleurs, c'est assez stressant parce que sachant que c'est mon épreuve préférée, j'ai envie de bien faire, quoi. Pas seulement de bien naviguer, mais peu importe le résultat, de montrer le meilleur de moi-même, même si je passe que un tour. Et c'est quelque chose qui, voilà, m'a pris du temps avant de réaliser le potentiel à avoir pour gagner cet événement. Et du coup, c'est assez stressant, quoi. Quelques semaines avant, ça commence à se ressentir. Voilà, je commence à moins dormir. 2-3 semaines avant, un petit peu d'insomnie, un petit peu de stress, tout en restant assez relax quand même, mais ça vient tout seul, quoi. C'est pas, on peut pas le contrôler. Et après, le jour J, voilà, c'est une fois que le premier hit est lancé, en fait, dès qu'on prend la première vague, tout ce stress, en quelque sorte, il part et ça se transforme en adrénaline et là, la concentration prend part, quoi. Voilà, première vague enfin faite. Je commence avec un bon hit et puis je vais voilà, petit à petit jusqu'à la finale. T'étais opposé à qui en finale? En finale, j'étais opposé à donc, Kyle Henny, Bernd Rodriguer, un autre Hawaïen, donc 2 Hawaïens, et Camille Juban, donc mon collègue de Guadeloupe. Ça fait déjà un petit moment qu'on fait parler de nous à Hawaï et du coup là on se retrouve en finale voilà, de l'Aloha classique du Tour mondial, donc c'était dingue. Donc Kyle Henny à la maison. Voilà, Kyle Henny assez chaud, hein, qui était même très chaud depuis le début de compète. Pareil Bernd, d'ailleurs Bernd qui met un 10 points en demi-finale. Donc voilà, qu'on sent très chaud pour gagner. Camille qui a l'habitude, surtout à Hawaï, de faire des finales. Et du coup, ben voilà, c'est parti, on fait la finale et tout. Et ça commence plutôt bien pour moi parce que je prends la première série avec l'autre Hawaïen Bernd Rodriguer. Quand on prend une vague en début de série, c'est bien parce que ça permet de se mettre en jambes. Derrière, bon ben voilà, le hit se déroule et tout.
Et en fait, je pense que la raison qui m'a fait gagner cette finale, c'est assez hilarant parce que c'est en fait, je le dois à Camille, mon collègue de Guadeloupe, qui était dans la finale avec moi. Parce qu'on avait fait en fait la Loa Classic 2018 ensemble, et c'était pas une épreuve du World Tour, mais ça restait quand même la Loa Classic. Donc quand c'est pas une épreuve du World Tour, il y a quand même une belle grappe, mais c'est pas considéré autant que quand c'est un World Tour. Et il m'avait gagné en fait, il m'avait gagné sur une vague, sur une belle vague à 8 points et quelques. Et là, pendant cette finale de cette année, je le vois refaire la même vague. Et là, d'un coup, je me suis dit dans ma tête, non, c'est pas possible, ça va pas recommencer. Et c'est là où je me suis retrouvé sur une série plus grosse que les autres. C'était quoi les conditions? C'est quoi en termes de taille de vague et de force de vent? Il y avait 5-6 mètres de vague avec du vent très léger. Donc c'était très technique. Ouais. Très technique. Et du coup, voilà, donc il y a eu cette fameuse série qui m'a permis de gagner la Loa Classic. Et ce qui est assez marrant, c'est que personne ne la voulait parce qu'en fait, elle était trop grosse. Enfin, pas trop grosse, mais pas assez présentable. Et les vagues qui ne s'alignaient pas bien et qui étaient un peu trop grosses. Du coup, les gars l'ont laissé et moi j'ai dit, vas-y, je la prends. Je me retrouve sur cette vague et effectivement, je la regarde et je fais, là, il y a problème parce que c'est vraiment pas une vague très, très scorable. Comme on dit scorable, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel pour un score. Et je dis, tant pis, on y va. Et là, d'un coup, elle est à la limite de saturer, de fermer sur moi. Et au dernier moment, en fait, je trouve une petite poche pour faire un énorme aérial. Et ensuite, j'arrive à rattraper la vague et à continuer à la rider jusqu'au bout. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un 10 et de finir la compète comme ça, quoi. Donc là, tu es à Maui, à Okipa. Okipa, c'est un spot qui est vraiment au bord de route, avec une plage de caillasse. Mais j'imagine qu'il doit y avoir un public de dingue quand tu as cette compète. Mais c'est carrément dingue parce qu'en fait, il y a une butte avec les jurys et en fait tout le monde qui regarde en hauteur là, de la butte. Et ensuite, il y a toute la plage et il y a juste une petite baie pour se mettre à l'eau où il n'y a pas de rocher. Donc, on finit le hit. D'ailleurs, je prends une dernière vague, je casse mon matériel, je finis presque dans les rochers, mais le jet ski, il me récupère. Et arrivé sur le jet ski, en fait, qui commence à me ramener au bord, je vois toute la foule, en fait, courir et vraiment courir et descendre de la butte en folie. Et là, je commence à me dire, qu'est-ce qui se passe ? Parce que n'ayant pas l'habitude de gagner une épreuve de Coupe du Monde, je me pose encore des questions. Même si je sais que j'ai fait une belle performance, j'étais pas sûr à 100%, donc je n'osais pas clémer, comme on dit. Et en fait, arrivé, quand j'ai posé le pied sur la plage, tout le monde est venu me voir et m'a félicité. Et du coup, moi, je me suis retrouvé entouré de tout le monde, de mes amis. Et ça, voilà, là, j'ai commencé à réaliser qu'il s'était passé un truc... un rêve. Un rêve, quoi, ouais. Après, voilà, remise des prix, on a fait une bonne fête et voilà, c'est reparti. Ah, c'est dingue, quoi. Enfin, gagner une épreuve comme ça à Hawaï, c'est comme gagner une Coupe du Monde de foot au Brésil, quoi. Ah ouais, ça a toujours été particulier parce que voilà, avec cette dominance hawaïenne, le fait que les conditions ce jour-là soient grosses, ça apporte une certaine valeur aussi. Le fait que ce soit gros comparé à des petites conditions. Puis moi, voilà, c'est en fait ce pourquoi je fais de la planche, quoi. C'est les magazines que je regardais quand j'étais tout petit. Mon père, il est venu en Guadeloupe par rapport à ça, par rapport à la grappe de Pro Rider qui allait à Hawaï. Et en fait, c'est toutes ces mémoires de mon enfance qui ont ressurgi à ce moment-là. Et voilà, j'ai un peu craqué. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai rien dit, mais je suis allé pleurer un peu plus. Ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit ton père quand t'es sorti de l'eau? Je l'ai pas eu tout de suite, parce que c'est vrai que dès que ça se passe, c'est tellement... voilà, c'est dur de se caler un petit moment pour soi. Et par contre, quand c'est eu au téléphone, un peu à froid, voilà, quand c'est un peu redescendu, il m'a dit, bon ben, ouais, c'est fait. Ah, il devait être fier, alors. Ouais, et je sais que, voilà, il stresse derrière l'ordinateur quand il me regarde, mais quand il me parle au téléphone et que je le vois tout calme, je sais que, voilà, il est très fier et du coup, ça me fait encore plus plaisir parce que, voilà, je navigue pour me faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir aux gens qui me soutiennent et qui me regardent depuis tout petit, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et j'ai toujours adoré faire ça. C'est pas, voilà, la compétition, je suis compétiteur de base, mais ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens par une belle navigation, faire des résultats, ou qui se retrouvent, voilà, qui gagnent cette compète avec moi, qui puissent profiter de cette victoire via mon résultat, quoi. Ah, c'est exceptionnel.
Et alors, on en a parlé avec Justine Dupont ici, Michel Desbouillons nous a dit un peu la même chose. C'était assez compliqué quand même d'arriver en tant qu'Européen à Hawaï, que les Américains, ils aimaient pas trop qu'on vienne sur leur terrain de jeu et qu'on gagne. T'as senti ça? Pas du tout, justement. J'ai eu beaucoup de respect des locaux. Après, je pense que ça a été un travail de longue date. Je suis pas arrivé du jour au lendemain là-bas et j'ai pas pris le titre comme ça en fait. Bon, déjà, je pense le fait d'être de Guadeloupe, voilà, c'est les Caraïbes, c'est Island Boy et voilà, entre îles, on se connaît quoi. Du coup, ça a peut-être aidé. Non, mais ça a peut-être aidé parce que voilà, on est français et je représente la France, mais je suis aussi caribéen, voilà, et je suis né ici, voilà, ma famille est ici, donc c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur à représenter aussi. Je pense que ça se fait ressentir. Et ça fait déjà quelques années, hein, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je vais à Hawaï, 2 fois par an, pendant plusieurs mois. Et du coup, j'ai appris à naviguer là-bas, à connaître les gens et à respecter leurs règles. Et du coup, j'ai pu réussir à faire ma place. Et voilà, maintenant, ils me considèrent et ils apprécient que je vienne les voir à Hawaï. Je suis toujours bien entouré et du coup, je pense que voilà, cette victoire... C'était vraiment cool parce que voilà, ils étaient vraiment ouverts et très contents pour moi, quoi. C'est génial, ça va m'ouvrir une transition vers le thème suivant. Je voulais que tu me parles aussi des autres sports de glisse que tu pratiques. Et j'ai vu notamment quelques photos de toi d'Anjos en surf. Donc j'ai l'impression que tu es pas mal en planche à voile, mais qu'en surf tu déchires bien aussi. Tu fais quoi d'autre comme sport de glisse alors? J'aime tous les sports, vraiment, que ce soit sport de glisse ou sport de terre, hein, voilà, comme... rugby, football, en fait n'importe quoi, du moment que ça touche le sport. Quand j'étais petit, j'adorais courir à droite à gauche et ça n'a pas changé depuis. Logiquement, je fais un peu plus de sport de glisse vu que c'est plus accessible pour moi. Je fais plus de surf et c'est ma deuxième passion aussi, le surf après le windsurf. Enfin, voilà, j'aime ces deux sports-là. Dès que j'ai le temps, voilà, je fais un petit peu de surf. C'est assez cool parce que, entre guillemets, voilà, dès qu'il y a du vent, des vagues, je fais du windsurf. Dès que ça devient glacis, pour moi, il n'y a pas de problème parce que j'adore surfer. Enfin, j'aime tout, hein. J'aime tout ce qui touche la mer et même plein d'autres sports. Voilà. Après, je fais en fonction de mes amis. Si mes amis font tel ou tel sport, je m'adapte. Et alors, est-ce qu'à un moment, tu as dû choisir entre devenir professionnel en windsurf et pro en surf? Est-ce que tu as eu ce choix-là ou J'ai été orienté assez jeune au windsurf, vu que mon père est vraiment mordu du windsurf. Donc, pour moi, c'était logique d'être pro windsurfer. Je me posais même pas la question d'être pro surfeur quand j'étais petit. Même d'être pro windsurfer, en fait c'est venu petit à petit, mais vu que c'était le sport dominant dans ma vie, forcément voilà, ça venait à être pro windsurfer, mais j'ai toujours gardé le surf près de moi parce que c'est une autre approche de la vague. Alors moi, il y avait une question que je voulais te poser suite, je l'évoquais tout à l'heure, une conversation que j'ai entendue dans l'atelier de ton père sur les priorités sur un spot de vague. Moi, dans les écoles de kite, quand j'étais prof de kite, on enseignait voilà, la priorité, c'est le mec qui est tribord. Il y a le surf, c'est celui qui surfe, qui est sur la vague, qui est plus proche du pic, qui a la priorité. Et alors là, j'entendais une troisième règle qui était de dire non, mais en fait, celui qui a la priorité, c'est celui qui va sauter la vague parce que c'est le plus manœuvrant, surtout s'il est en windsurf. C'est quoi les priorités sur un spot où cohabitent des windsurfers, des kitesurfers et des surfeurs, comme c'est le cas ici à Sainte-Anne? Il y a énormément de priorités. Et il faut savoir que la première priorité, c'est de savoir quelle est la priorité des locaux. Donc voilà, quand on arrive sur un spot, c'est savoir comment se déroule l'activité sur le spot. Donc ça peut, en fait, une priorité peut changer selon les endroits. Certains endroits, peut-être que voilà, le windsurfer a la priorité sur les surfeurs, peut-être que Hawaï, c'est les surfeurs qui ont la priorité sur le windsurf, les windsurfers ont la priorité sur le kitesurf. Donc ça peut changer en fonction des sports. Donc c'est souvent dans les sports de glisse, entre guillemets, dans les sports de vague, on a tendance à catégoriser les sports selon les priorités, et ensuite il y a les priorités internes entre chaque sport. Donc nous, en fait, en Guadeloupe, on essaie de partager la priorité surf-windsurf. Donc vu que le surf est moins manœuvrant et que nous on peut vraiment prendre pas mal de vagues, on essaie de laisser la priorité aux surfeurs. Et les kitesurfers, ils arrivent après. Ils arrivent après nous. Ouais, donc, non, voilà, et
Du coup, et après, voilà, il y a des spots aussi qui sont plus aptes pour le surf. Donc voilà, on va pas aller forcément sur les spots de surfeurs. Les surfeurs vont pas forcément aller dans les spots vantés de windsurf. Les kitesurf et les windsurf se retrouvent ensemble. Après, nous, on a vraiment une culture à Sainte-Anne du windsurf. C'est une ville qui a connu beaucoup de windsurf, beaucoup de champions. Du coup, nous, c'est un peu le seul spot de windsurf vague. Enfin, c'est pas le seul spot, mais c'est un des spots les plus connus. Donc forcément, quand les kitesurfers sont arrivés, ça a créé quelques petites tensions. Et maintenant, moi, voilà, clairement, pour expliquer les règles en soi, je pense que voilà, faut respecter les locaux comme en surf, un touriste va surfer sur un spot de local. Et c'est important qu'ils connaissent les priorités et voilà, faut arriver à bien s'entendre. Pour moi, ce qui est important, c'est que un kitesurfer ait le niveau déjà d'aller en vague. Je trouve qu'il y a beaucoup de kitesurfers en France qui n'ont pas le niveau d'aller en kite, qui sautent pas mal d'étapes, qu'en windsurf on peut pas le faire. On peut pas sauter les étapes d'aller dans le lagon en vague du jour au lendemain. Sinon tu casses le matos Voilà. direct. Et ça en fait c'est ce qui a je pense créé pas mal de problèmes entre les surfeurs, windsurfers avec le kite. Ensuite, voilà, les priorités sont plus manœuvrants, mais voilà, vu que c'est un sport assez récent, ils ont peut-être oublié que voilà, faut toujours privilégier les moins manœuvrants. Ensuite, ça, je n'aime pas trop voir ça, mais c'est les kitesurfers qui arrivent en board de freestyle. Donc voilà, on va pas. C'est comme un longboarder qui va aller sur une vague creuse en surf, ou un windsurfer qui vient en board de freestyle ou de slalom en vague, on va lui dire mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pareil pour le kite. C'est avoir le matériel adéquat pour faire de la vague. Nous, en tout cas, le problème qu'on a eu à Sainte-Anne, c'est que pas mal des kitesurfers qui arrivent en vacances ne prennent pas conscience des règles ou ne demandent pas et arrivent sur le spot et naviguent. Et forcément, ne connaissant pas les règles, il y a un moment où ça clash. Voilà. Donc les Highland Boys, ils sont super cool, mais je pense voilà, c'est pas que les Highland Boys. Voilà, c'est partout, je pense, partout en France. Et ces clashs, je pense, c'est au manque de réflexion des personnes arrivant d'un autre endroit et ne demandant pas les règles des locaux. Mais je pense que voilà, on était arrivé à cette conclusion lors de ce débat avec ton père et le gars qui était dans l'atelier, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas et à qui on explique juste que la priorité, c'est la priorité tribord et ils en démordent pas comme si c'était la priorité à droite en voiture. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait, c'est un peu plus expliquer ça dans les écoles, parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est super important. C'est pour le bon fonctionnement de tout le spot, pour la sécurité de tout le monde. Et en plus, c'est assez délicat les priorités, parce que comme j'ai dit, il y a les priorités officielles, et après il y a celle du... Par exemple, moi je vais laisser la priorité à mon père, des fois, qui va être moins manœuvrant que moi. Moi j'ai l'habitude, je suis plus en forme physiquement en ce moment. Je vais prendre beaucoup plus de vagues. Donc mon père, le temps qu'il remonte, même si j'arrive à récupérer la priorité, je vais pas lui faire 3-4 fois le même coup. Je vais dire, papa, vas-y. Il y a les priorités officielles et les priorités de la bonne jugeote. Est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi ton entraînement? Comment tu fais pour t'entraîner? Donc il y a l'entraînement hors de l'eau. Donc ça, c'est la préparation physique. C'est une préparation physique comme tous les sportifs, hein. Voilà, faut faire sport un peu cardio, un peu en salle, voilà, du kiné avec de la réduc. Enfin, pas de la réduc, mais de la proprioception et tout pour muscler le en spécifique. Et après, sur l'eau, ma façon de naviguer, de m'entraîner, c'est... J'ai deux types d'entraînement en fait. C'est soit j'arrive et je vais essayer de claquer toutes les manœuvres possibles et de me diversifier pour voir ce que je suis capable de faire sur une session. C'est-à-dire, tu arrives et tu as une espèce de, j'imagine, de routine où en fait, en début de session, tu t'enchaînes un peu tous tes tricks une ou deux fois. Ouais, voilà, je vais m'adapter. Et en fait, au lieu de forcer la manœuvre sur une session, je vais faire vraiment selon la rampe. Je vais dire, tiens, j'ai envie de faire cette manœuvre ou celle-là parce qu'elle s'adapte bien. Et du coup, je vais essayer un petit peu de tout. Ou alors, je fais du vraiment spécifique. Et là, j'ai une manœuvre en tête. Et peu importe la rampe, c'est cette manœuvre que je dois faire. Et justement, ça me force à la peaufiner pour être vraiment précis, peu importe la situation. Et du coup, je vais travailler cette manœuvre pendant 2 heures, la même manœuvre. Ou alors, je choisis 2 ou 3 manœuvres, pas plus, et je les travaille. Alors ça m'intéresse, tu as parlé de proprioception. Tu es la deuxième personne ici à parler proprioception. Le premier, c'était Romain Grosjean qui était très branché sur ce terme-là. Moi, je ne le connaissais pas bien. Tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça se travaille?
Je suis pas un spécialiste, hein, mais c'est beaucoup sur l'équilibre, sur le travail en profondeur, surtout sur des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. C'est le travail des muscles faibles du corps. Enfin, par rapport au sport où on fait, forcément, on développe certains muscles et on en développe moins. Et la proprio, c'est travailler ces muscles-là et en équilibre. Très bien. Et donc, par exemple, un exercice que tu fais, toi, spécifiquement? J'aime bien travailler en prioception dans le sable. C'est pas mal pour les chevilles. Voilà, les chevilles qui sont très utilisées en windsurf, les chevilles, les genoux, les épaules. C'est en général les problèmes qui surviennent le plus souvent en windsurf. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans le sable pour travailler sur les chevilles? Tu fais un footing dans par les exemple, chevilles? Avec mon kiné, on va travailler par exemple sur l'indoboard, tout en équilibre. Et en même temps, il me lance une medicine ball à rattraper. Et après, il va tester différents équilibres sur une jambe, avec le pied incliné pour travailler tel ou tel muscle. Et c'est vraiment, des fois, ça se joue en fait sur la position du pied et c'est pas juste tenir en équilibre, quoi. Il va dire tiens en équilibre en te mettant le pied en diagonale, en levant ce pied à temps et en rattrapant les balles à tel endroit, quoi. Et ça, c'est quelque chose que toi tu trouves utile et que tu conseilles aux gens qui pratiquent de manière non professionnelle? Oui, énormément. C'est c'est assez physique, mais c'est pas traumatisant comparé au workout comme on dit ou au footing. Bon, le footing, c'est pas très traumatisant, mais ça peut l'être. En tout cas, tous les sports de salle, ça peut être traumatisant. Je sais que j'ai horreur de ça. Et du coup, avec les sports d'équilibre, c'est assez cool. C'est plus détendu et ça peut être très physique selon combien de temps on tient en équilibre et selon la difficulté de la manœuvre. Mais du coup, je pense que c'est assez adapté pour tout le monde et on peut vraiment adapter les positions pour tout le monde. Donc, Alors, on a fait un épisode avec Edgar Gros-Piron qui a parlé aussi de l'indoboard et tous ces exercices d'équilibre. Alors, je m'étais noté d'en acheter un pour le faire à la maison, mais là, tu me renforces dans ce choix. Faut que je m'achète ça. Ça a l'air super intéressant. Le windsurf, c'est un sport qui est très très complet parce qu'on est en équilibre sur la planche. Mais après, on doit tenir la voile, donc c'est aussi, faut faire travailler les bras, les jambes, l'équilibre. L'équilibre est important dans tout. Enfin à chaque fois qu'on parle d'un truc positif, c'est un équilibre entre être gentil et méchant, enfin entre le bien et le mal, c'est l'équilibre. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte et pas trop faire les excès. En général, c'est le problème de notre génération entre guillemets. On a trop d'excès. Et du coup, je prends ces sports-là comme de l'équilibre, quoi, et de l'équilibre dans sa façon de vivre, et c'est assez cool. Là, je te rencontre chez toi. On avait programmé cet entretien après un trip en Irlande pour aller rider dans une tempête. Le trip a été annulé, tu t'es mis la cheville en vrac. La blessure, c'est quelque chose avec laquelle tu vis au quotidien? Le windsurf, surtout dans les vagues, c'est considéré comme un sport extrême et c'est un sport extrême. Donc on vit avec les blessures, ça fait partie de notre vie. Après, c'est quelque chose, on a l'habitude. Et là, comme tu l'as dit, hein, j'avais prévu de partir en Irlande pour scorer une tempête, comme le Red Bull Storm Chase, mais par moi-même avec Thomas Traversa. Et finalement, donc je prends les billets, parce que ça se fait au dernier moment, hein, selon les conditions, il faut qu'on attende le dernier moment pour être sûr de notre coup. Sachant qu'en général, quand on fait ce genre de truc, ça coûte des sous. Et du coup, je prends le billet le mercredi soir, je me fais une petite session le matin à la maison, dans des conditions tranquilles. Et finalement, je me blesse et je peux pas partir. Donc ça arrive assez souvent et c'est assez chiant, voilà. C'est un peu la partie sombre du sport. Mais après, on perd pas le moral, hein. Moi, 2 heures après, j'étais chez le kiné en mode qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour combien de temps j'en ai. On a commencé le travail sans perdre de temps parce que je sais que de m'apitoyer sur mon sort, ça va rien changer. Et je pense que c'est un exemple à prendre. C'est moi, j'ai eu pas mal de retombées de sportifs qui sont blessés plusieurs fois et c'est bien d'avoir leur point de vue parce qu'il y a tout type de blessures et selon la gravité de la blessure, mais on relativise assez facilement. Pour moi, c'est une entorse. Je vais peut-être rater mon début de saison et ça, c'est le gros problème. Mais après, je relativise parce que c'est juste une entorse et que derrière, c'est un mois et demi. Et si je travaille bien, je serai sur Cannes et je serai reparti pour ma saison. Et voilà, je vais pouvoir retourner à l'eau et m'éclater. C'est marquant ce que tu dis parce que effectivement, moi, tous les gens que j'interviewe pour ce podcast,
ils ont tous pris, font tous des sports extrêmes, ils ont tous pris des énormes pètes. On va parler de coma pour Kevin Rolland, on va parler de Justine Dupont qui se fait écarteler dans les vagues. Edgar Gros-Piron, il a eu des accidents, je lui ai demandé s'il a eu des accidents, il m'a même dit ah non, je crois pas. Donc il les a même lui oubliés, mais quand tu cherches un peu, tu vois. Déjà, faut pas oublier que dans les sports extrêmes, il y a un truc, voilà, les gens voient le côté assez cool de notre sport. Ce qu'ils oublient, c'est qu'à chaque entraînement, on se fait mal. On se fait mal, sauf que si c'est pas une blessure qui nous arrête, on continue. Et du coup, c'est des coups dans les jambes, dans la tête, des bleus, des irritations, voilà, les mains qui brûlent parce que voilà, on a navigué trop, donc on a des cloques et des maux de tête parce qu'on est resté 4 heures dans l'eau à naviguer sous le soleil. Du coup, c'est tout ça qu'on vit tous les jours jusqu'à ce qu'il y ait une blessure qui vraiment puisse nous arrêter. Et du coup, ces blessures, on a l'habitude et c'est même pas qu'on les sent plus, mais c'est qu'on n'y prête plus attention parce que ça va rien changer, on veut continuer et c'est comme ça. Et après, il y a ces grosses blessures qui arrivent et là, on peut rien y faire. Et là, ça devient un peu plus difficile à gérer parce que du coup, faut savoir dire stop et récupérer et prendre le temps de récupérer pour revenir au meilleur niveau, quoi. Ah, mais je trouve ça bien, pour faire un parallèle entre les gens potentiellement qui nous écoutent et qui ne sont pas des riders professionnels, et quand on fait ce type de sport, ou même quand on fait du sport en général, ça peut être de la course à pied, ça peut être n'importe quoi, on se blesse, et en fait ça arrive à tout le monde, et c'est comme ça, faut... Ah mais bien sûr, mais c'est pour ça que peu importe ce qu'on fait dans la vie, faut savoir que c'est pas tous les jours facile et qu'il faut continuer, et c'est pas, voilà, faut relativiser, parce qu'il y a toujours pire que nous, je pense, et du coup, c'est pour ça que moi, ça me permet, en tout cas, par rapport à mon entorse, de me dire, voilà, c'est pas très grave s'il y a pire que moi. Et après, de continuer. Et voilà, je vais sûrement me refaire mal, mais c'est pas grave, parce que c'est... Enfin, le jeu en vaut la chandelle. C'est tellement un sport exceptionnel. C'est de l'adrénaline à fond. Et du coup, pour rien au monde, j'ai envie d'arrêter ce sport et de plus connaître cette sensation. Donc, peu importe le nombre de coupures, de bleus ou de migraines, je vais continuer jusqu'au bout, quoi. Et je t'avoue que quand ton père m'a dit alors Antoine il s'est fracassé la cheville, il en a pour 2 mois, tout ça, je me suis dit oulala, ça va être compliqué l'interview parce que le gars il va être le moral dans les chaussettes, ça va être dur d'en tirer une bonne énergie. Et en fait pas du tout, quoi. Enfin, t'es super positif là, je pense que ça s'entend, t'as le sourire, t'as la patate, ouais. C'est incroyable. Ouais. Alors que bon, ça doit être une énorme déception, quoi. T'as les billets d'avion, tu peux pas partir, c'est le cauchemar. Après, voilà, j'ai les 2-3 premiers jours, voilà, déjà, première nuit, j'ai pas réussi à dormir, trop mal à la cheville, j'ai fait une nuit blanche. Donc le lendemain, j'étais dans le pâté toute la journée. Ensuite, j'ai fait des échos, on m'a pas donné de bonnes nouvelles, donc là, je me suis remis en question. Voilà, donc il y a quand même ce passage, hein, c'est avant de se remettre sur pied et d'avoir cette motivation de repartir en selle. J'ai quand même eu ces 2-3 jours où je me sentais vraiment pas bien, ce qui est normal, mais du coup, j'ai pas passé trop de temps à déprimer et je me suis remis sur pied parce que voilà, j'ai une bonne équipe en fait. Encore une fois de plus, c'est les gens qui nous entourent qui nous permettent aussi de se motiver. Et du coup, mon kiné qui est Romain Bernadeuil qui est à Sainte-Anne, c'est un kiné du sport incroyable, il s'occupe de moi mais comme jamais. Qui fait tout pour me remettre sur pied rapidement. Donc moi, ça me motive parce qu'il prend tellement de temps pour moi que j'ai envie de lui rendre ce temps. Ensuite, voilà, mon père qui a toujours le bon mot, les gens qui me suivent sur les réseaux, qui m'envoient des messages. Voilà, j'ai posté le truc pour dire bon, voilà, je me suis blessé, je suis un peu off en ce moment. J'ai eu quelques retours et ces retours, c'est ce qui permet de tout de suite reprendre la banane et de repartir à fond, quoi. Alors tu me disais que tu avais un peu réfléchi là, ces derniers jours là, suite à la blessure. C'est quoi un peu ton plan de carrière et comment tu te projettes dans le sport et dans l'après-sport ? Déjà, je me projette pas énormément. Parce qu'avec mon sport, c'est assez difficile de se projeter. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, hein, on est d'accord, voilà, un sport extrême, je peux avoir une blessure grave, je peux en mourir. Donc j'aime pas me projeter, j'aime juste vivre de ma passion. Et pour l'instant, j'en vis et je fais le maximum pour que ça continue. J'essaye de profiter de l'instant parce que c'est un sport extrême. Du coup, j'évite de faire des plans sur le futur. Non seulement pour justement profiter plus de ce qui se passe pour moi en ce moment,
mais aussi pour, voilà, pour relativiser et pas se mettre la pression sur qu'est-ce qui va se passer plus tard. Un jour, ça s'arrêtera et je serai obligé de... Enfin, je serai obligé. Ben, j'adviserai de ce que j'ai à faire, donc soit de reprendre un boulot, entre guillemets, normal comme tout le monde, ou, ou si j'ai eu la chance d'économiser assez pour pouvoir chiller à la maison, comme on dit, et avoir ma maison. Mais moi, mon but, c'est de profiter du windsurf jusqu'à ce que je ne puisse plus. Alors j'ai l'impression que toi, tu te vois continuer à vivre en Guadeloupe, quoi. C'est ta terre natale et tu vivras toute ta vie ici. Je voyage énormément, donc pour moi, rentrer en Guadeloupe, ça me fait que plaisir. Vu que c'est ma petite île, c'est l'endroit où je suis né. Le train de vie est assez facile ici. Du coup, pour l'instant, je me vois pas habiter ailleurs parce qu'en fait, j'habite déjà ailleurs. Entre guillemets, je voyage, je rentre à la maison 4 mois dans l'année et le reste du temps, je voyage. Donc, j'habite déjà ailleurs. Mais mon cœur est ici et du coup, j'essaye de profiter au plus de la maison. Et c'est pour ça que j'ai pas ce sentiment d'avoir besoin de partir habiter autre part parce que je connais, enfin, je voyage dans les 4 coins du monde déjà. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas besoin pour l'instant, de penser à vivre ailleurs. Et puis comme je te l'ai dit au début, voilà, c'est une île très variée pour tout type de sport, que ce soit les sports de terre ou de mer. Du coup, moi, ça me va. Du moment qu'il y a du soleil, qu'il fasse chaud et de la bonne humeur, c'est bon, je peux rester là. Et alors, si on trouve pas ça en Guadeloupe, toi, tu irais où si tu devais me conseiller une destination glisse sympa, par exemple pour quelqu'un qui fait un peu de planche à voile dans les vagues, mais sans avoir un niveau de brut comme toi, quelqu'un qui voudrait progresser tout en profitant, tu lui conseillerais quoi comme destination? Alors, il y a énormément d'endroits. Ça dépend du type de navigation de la personne, ce qu'elle recherche. Si elle recherche du vent fort ou plutôt des grosses vagues ou du vent faible, le choix du cœur, vraiment, par expérience, c'est où les potes te disent d'aller. Pour moi, les meilleures sessions, c'est celles avec les potes. Donc, peu importe le spot, c'est juste trouver la bande de potes qui veulent bien voyager avec toi, quoi, en fait. Donc pour moi, ça a toujours été les meilleures sessions, de profiter d'une session avec un groupe de potes. Donc ça peut être en Guadeloupe, dans les Caraïbes, aux îles Canaries, à Hawaï, ça peut être en Europe. Voilà, j'ai des potes, ils prennent leurs pieds de fou en France, surtout notamment dans le nord de la France, ils prennent leurs pieds parce qu'ils sont entre potes, voilà, ils se font les sessions, alors c'est un peu froid, mais bon, ils font 2 heures à fond, après ils rentrent, ils vont se faire un petit resto tous ensemble, le midi, ils repartent l'après-midi. Je pense que voilà, il n'y a pas de spot idéal. Au lieu de regarder les spots, c'est vraiment voir en général, ce que les potes veulent et après on suit le truc, quoi. C'est bon ça. Donc toi, tu fais déjà plein de choses, tu as beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas essayé et que tu voudrais tenter? Alors, il y a vraiment un truc qui me trotte en ce moment. Non, il y a 2 trucs. Déjà, par rapport à la mort de Kobe Bryant en basketball, j'ai recommencé à regarder le basket, que je jouais au basket quand j'étais petit, j'adorais ça. J'avais un petit panier de basket chez moi et tout. Et depuis ça, je me remate, pour me remettre à jour sur la NBA et tout. Et je me dis, mais est-ce que je serais capable de faire un dunk parce que je fais que 1m75 ? Et du coup, là, j'ai ça dans la tête et ce serait mon rêve de faire un dunk en basket. Donc j'aimerais bien refaire du basket. Et sinon, le rêve qui me trotte là depuis 3-4 ans, ce serait faire la PAC de saut en parachute. Sauter tout seul en parachute. C'est quoi la PAC? La PAC, c'est en fait le stage pour pouvoir faire un saut tout seul sans... Enfin, il y a toujours les moniteurs autour de toi, mais tu sautes tout seul, contrairement à un saut en binôme. En mode baptême, tandem. En mode baptême, voilà, exactement. Et moi, ce serait vraiment le kiff ou un saut à l'élastique, enfin ce genre de truc. C'est de l'adrénaline pure et c'est des sports un peu moins accessibles. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de tester. Ce serait vraiment très très cool, je pense. Surtout que le parachute, j'ai l'impression que ça ressemble énormément au windsurf. Voilà, dans leurs appuis au vent, parce que voilà, nous quand on fait des sauts en planche à voile, l'appui qu'on a avec notre planche, elle ressemble un petit peu entre guillemets au saut de parachute, enfin à la wing et tout. Et je lâche souvent mon matos des fois quand ça se passe mal à plus de 15 mètres de hauteur, et du coup je me suis dit ça serait cool de faire la même chose à 3-4 000 mètres, quoi. Et effectivement, moi, mes potes qui font de la chute libre de manière régulière et à bon niveau me disent qu'en fait, bon, il y a le départ là, où tu prends des jets en mode accélération de moto de dingue,
mais qu'après c'est de la glisse pure et que en fait c'est un sport de glisse. La chute libre. Exactement, et je le vois et je le sens, et il y a quelque chose qui me dit vas-y, faut que tu le fasses. Après c'est assez compliqué parce que voilà, ça coûte assez cher quand même. Enfin, pour l'instant, vu que je gagne pas énormément ma vie, enfin j'ai assez de sous pour faire ma saison, pour finir ma saison, j'essaie d'économiser aussi au maximum. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué, ça coûte un peu cher. Et puis le temps aussi, voilà, ça demande des conditions assez spéciales quand même. Il faut que ça soit calme. Et en ce moment, aux Antilles, il y a pas mal de vent, il y a tous les jours du vent. Donc c'est assez dur de caler. Puis avec les voyages, voilà, moi j'aimerais bien le faire. Bon, en tout cas, message aux proches d'Antoine. C'est un bon petit cadeau à lui faire. Voilà, si vous m'entendez, moi j'enchaîne, je fais direct le backflip. Envoyez le stage en parachute pour Noël, il sera content. Antoine, c'était super cool d'échanger avec toi. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Pour terminer, Mordu, je demande toujours à mon invité qui il aimerait écouter dans un prochain épisode. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en tête? Alors, j'ai réfléchi à pas mal de noms. J'aimerais bien écouter Candide Tovex sur Mordu. C'est vraiment... c'est un gars hyper inspirant pour moi. Il fait un sport déjà que j'admire énormément, le ski. C'est un sport de glisse déjà. Et c'est un gars qui a beaucoup de style, qui a des vidéos extraordinaires, qui a toujours été super créatif, et j'adore ça, les créations. Et du coup, je pense que c'est un gars qui serait super intéressant à écouter sur Mordu. Ah bah écoute, je serais ravi de recevoir Candide. Je lance un appel. J'ai son numéro déjà. Ah, trop cool. Donc je vais l'appeler de ta part. Antoine, c'était super cool. Un grand merci. Puis bon rétablissement pour ta cheville. Et on a hâte de te revoir sur l'eau. Cool, merci beaucoup. Salut mec, ciao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce moment avec Antoine. Je vous rassure, concernant les priorités sur le spot, si tout n'est pas clair pour vous, c'est juste que vous n'êtes pas du coin. Ce qui est sûr, c'est que dès que je retourne en Guadeloupe, j'irai me mettre quelques vagues avec la famille Martin. J'ai bon espoir qu'il m'en laisse quelques-unes, même en kite. Pour le prochain épisode de Mordu, nous irons à la rencontre de Lotfi Lamani, champion du monde de longboard dancing. On parle de skate et d'un phénomène mondial dont Lotfi est le porte-drapeau. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Partagez le podcast et notez-le sur Apple Podcasts, ça nous aide énormément. Si vous avez aimé cet épisode, allez écouter l'épisode 5 avec Kevin Roland, un autre freestyler qui déchire tout, sur la neige. À très vite sur Mordu.